procès fictif des méga-bassines organisé par les scientifiques en rébellion. Donc nous allons jouer avec vous le faux procès futur d'un perfide préfet, donc pour son rôle dans la construction et l'utilisation de méga-bassines. C'est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé serait purement fortuite, et ce que vont déclarer les témoins n'engage que les témoins. La cour. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre quelques libertés avec la procédure pénale dans cette affaire et nous allons tous vous nommer jurés. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection. Les micros, en fait, non ? Est-ce que vous entendez bien? Oui. Pas besoin de micro pour enregistrer, c'est que demander. Ouais, non. Pas besoin de micro? Ok. Mais parlez bien fort. Ça marche. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Monsieur, Madame la greffière, vous pouvez appeler la cause. J'appelle l'affaire ministère public contre le préfet Villemanin. Préfet. Où est le préfet? Le préfet Villemanin. D'accord, s'il vous plaît. Laissez se dérouler la procédure juridique. Je vous rappelle que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Donc, Monsieur Villemanin, vous êtes représenté par Maître Laurent ici présent, qui assurera votre défense. Les faits sont les suivants. Nous sommes en 2035. La série de catastrophes climatiques qui a frappé le monde a eu des conséquences dramatiques en Europe. La sécheresse centennale a entraîné un effondrement de la production agricole, des ruptures d'approvisionnement en eau de millions de personnes et la mise à l'arrêt de nombreuses centrales nucléaires. Les méga-canicules de 2028 et 2031 ont provoqué la mort de centaines de milliers de personnes et des pannes en série des infrastructures électriques et de transport. Des incendies ont mobilisé de façon quasi permanente ces 10 dernières années les systèmes de protection civile. Mais pompiers, sauveteurs et armées n'ont pu empêcher que des millions d'hectares de forêts partent en fumée et que de nombreuses communes se retrouvent sans alimentation en eau potable pendant plusieurs mois. Ceci constitue la toile de fond d'un scénario plus douloureux encore. Dans la région qui nous intéresse, cette série d'événements et de catastrophes sans précédent dans l'histoire de l'humanité a été exacerbée par des conflits d'usage de l'eau, qui a en particulier été préempté par quelques agriculteurs et agricultrices qui ont besoin d'énormes volumes d'eau pour irriguer leur culture intensive de céréales destinées à l'export. Les pouvoirs publics n'ont pas su s'opposer à ces gros irrigants et grosses irrigantes, malgré un timide état d'urgence qui n'a pas suffi à gérer la ressource. Sécheresse, canicules et pénurie d'eau ont conduit à des incendies ravageurs et à de nombreux morts de déshydratation chez les enfants et les personnes âgées. De nombreux petits exploitants, sans accès privilégié à l'eau, n'ont pas eu du tout de revenus, ni de quelconque dédommagement, car ils n'avaient pas pu se faire assurer. Les compagnies d'assurance avaient en effet anticipé la catastrophe et pratiquaient des prix au-delà de la capacité de ces petits exploitants. De nombreux villages ont ainsi été sinistrés par la misère, car les revenus des exploitants qui bénéficient des bassins de retenue reviennent à des investisseurs qui ne sont pas dans la région. Des campagnes vengeresses ont eu lieu de façon indiscriminée contre les agriculteuristes, considérés comme uniformément responsables, y compris celles et ceux qui avaient tout perdu.
Ce climat de purge et de terreur s'est dans certains cas renforcé par la présence de milices à la solde de la FNSEA, sans que l'État n'intervienne. Le bilan en vie humaine a renforcé un mouvement de colère populaire qui a menacé l'ordre civil et fait vaciller profondément les systèmes politiques en place. Le traumatisme des populations européennes les a conduites, chacune à leur façon, à chasser en 2032 les gouvernements en place, accusés de corruption et d'incompétence et désignés comme responsables des tragédies qui ont frappé l'Europe. Les nouveaux gouvernements d'union populaire et écologique ont initié un programme radical de redirection écologique qui vise à reconfigurer complètement les rapports entre le monde politique d'un côté et le monde économique, agricole et industriel d'autre part. L'heure est au bilan et de nombreuses victimes demandent des comptes et au-delà de la réparation, cherchent à décrypter les mécanismes qui ont rendu impossible la prévention des catastrophes. Un certain nombre de victimes se sont constituées partie civile. Elles sont représentées par Monsieur le procureur ici présent. Ces victimes demandent la reconnaissance de leurs intérêts civils. Elles demandent donc l'indemnisation de 5 types de préjudices qu'elles imputent à votre activité, Monsieur Villemanin. Les différents chefs d'accusation sont les suivants. Mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, abus de confiance, destruction involontaire de biens et association de malfaiteurs dits maladaptateurs. Je laisse à présent la parole à Monsieur le procureur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui pour juger une affaire qui a coûté la vie à des milliers de personnes et qui continuera de nous hanter pendant des générations. Nous sommes à un moment charnière, à un tournant, où l'histoire n'aura pas l'unique rôle de nous remémorer les faits, mais où elle jugera, car l'histoire se souvient. Ce n'est pas ici une simple affaire de hauts fonctionnaires de l'État, corrompus ou simplement ignorants, mais bien une tragédie, tant humaine qu'environnementale. Et vous le verrez, plus nous allons décortiquer cette histoire, plus il vous apparaîtra le rôle majeur de M. Villemanin dans le déroulement de ces faits et de ces drames. Il est donc reproché à M. Villemanin... S'il vous plaît. Laissez faire le déroulé de la justice. Il est donc reproché à M. Villemanin, lorsqu'il était préfet entre 2024 et 2032, d'avoir commis dans un premier temps le délit de mise en danger de la vie d'autrui, en violation de l'article 223-1 du Code pénal. L'accusé, ici présent, a démontré une non-prise en compte des intérêts communs en privant directement une grande partie de la population de la région à l'accès à la ressource en eau, exposant ainsi directement plusieurs centaines de personnes à des risques de mort et d'atteinte à l'intégrité physique durant les canicules et les sécheresses qui ont eu lieu. Exactement, mesdames et messieurs, à l'heure où l'eau douce, une ressource indispensable à la vie sur Terre, je le rappelle, est en pénurie, pendant plus de 4 mois d'affilée de l'année dans cette région, privatiser et s'accaparer cette ressource en pleine crise climatique est mortel. Je n'accuse en aucun cas M. Villemanin des sécheresses causées par le réchauffement climatique. Mais, en revanche, j'accuse M. Villemanin de mauvaise gestion de l'eau, particulièrement dans le cas des méga-bassines. Dois-je vous rappeler la triste série d'événements survenus depuis 2024, date à laquelle M. Villemanin est arrivé en poste? Nous nous rappelons tous la canicule de l'été 2031, avec ses températures jamais enregistrées auparavant dans la région, ces files d'attente interminables pour l'accès à l'eau potable, ces milliers de morts, notamment en EHPAD et en maternité, ces coupures de courant en série par excès de demande et manque d'eau dans les centrales nucléaires. Bref, une vision d'horreur, vous vous en souvenez tous et toutes ici. Or, il se trouve que pendant ce temps-là, les quelques agriculteurs et agricultrices des grandes exploitations de monoculture conventionnelles irriguaient à foison du maïs à tourteaux transgéniques pour nourrir le bétail à moitié mort de déshydratation. Et elles avaient eu accès à des quantités d'eau astronomiques grâce aux méga-bassines permises et soutenues par M. Villemanin. Les morts climatiques de cette année ont été causées certes par un manque d'eau et par des pénuries alimentaires, mais surtout par une gestion capitaliste de l'eau de manière entêtée par M. Villemanin. L'accaparement de l'eau par une minorité d'agriculteurs et d'agricultrices enfoncés dans un système agricole mortifère perfusé par l'agrobusiness et les lobbies a fini par brûler nos forêts sans pour autant nourrir la population, provoquant par là même des pénuries alimentaires sans précédent. J'accuse donc M. Villemanin d'avoir délibérément favorisé l'accès à l'eau à une minorité, et pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi avec de la corruption et du copinage. En effet, les restrictions d'eau pendant les sécheresses, elles n'ont pas affecté tout le monde de la même manière, n'est-ce pas, M. Villemanin ? Il se trouve que M. Dufour, PDG de l'entreprise NGA, qui a construit les méga-bassines,
dans laquelle il se trouve que vous déteniez des parts, et accessoirement votre ami de longue date, puisque vous avez côtoyé les mêmes bancs à l'école, et que lui, ce monsieur Dufour, a pu continuer ses activités sportives de golf sur son terrain de 20 hectares, sans aucun souci d'irrigation pour son gazon. Or, les prélèvements en eau sont soumis à autorisation par monsieur Villemanin, je le rappelle, selon les seuils fixés par l'article R214-1 du Code de l'environnement. J'accuse donc monsieur Villemanin du délit d'abus de confiance, selon l'article 314-1 du Code pénal, puisque l'accusé a détourné au préjudice d'autrui la ressource en eau pour des intérêts personnels. En tant que haut fonctionnaire de l'État et donc dépositaire de l'autorité, j'accuse M. Villemanin d'avoir failli à son devoir de protection des intérêts nationaux selon l'article 72 de la Constitution. Et par là même à sa mission au sein de la direction départementale de la protection des populations énoncée lors du décret du 3 décembre 2009. Enfin, au-delà de la crise humaine, cette période de l'histoire révèle un véritable crime d'écocide avec des impacts profonds et durables sur le cycle de l'eau et sur la biodiversité. J'accuse donc M. Villemanin du délit d'atteinte à l'environnement, conformément à l'article 173.1 du Code de l'environnement. En finançant massivement l'agro-industrie, l'accusé a gravement porté atteinte aux écosystèmes en ne respectant pas la directive cadre sur l'eau qui vise à protéger les masses d'eau souterraines tant sur leur qualité que sur leur quantité. Or, ni l'une ni l'autre n'ont été épargnées. La quantité prélevée dans les nappes phréatiques a largement dépassé la capacité de renouvellement, tout particulièrement pour remplir les mégabassines, dont l'eau est qui plus est en très grande partie évaporée en été dans l'atmosphère. Du fait de leur volume extrêmement bas, les nappes d'eau souterraines ont vu leur concentration en polluants d'origine agricole, nitrates et pesticides fortement augmenter jusqu'à des niveaux jamais atteints, au moment où les populations manquaient cruellement d'eau potable. L'agrobusiness, financé et soutenu par M. Villemanin, a permis le développement de bactéries dans les mégabassines, rendant impropre l'utilisation de l'eau et polluant les cours d'eau environnement. Les dernières analyses faites par les syndicats de l'eau et par les laboratoires sous la demande du ministère de la Santé sont claires. Tous les cours d'eau et nappes d'eau souterraines de la région sont maintenant pollués. Cela prendra des années de changement de système agricole et d'utilisation des sols pour rétablir une potabilité correcte localement. Puis, au-delà de ces ravages hydrologiques, que l'on pourrait qualifier de crimes écocides organisés, j'accuse M. Villemanin de destruction involontaire de biens, selon l'article 322-1 du Code pénal. Destruction causée par les incendies qui ont ravagé les biens matériels de la région, y compris des propriétés résidentielles et commerciales, ainsi que des centaines d'hectares, mobilisant des milliers de pompiers. Aucune aide financière, aucun dédommagement n'a été mis en place pour aider les familles et les commerçants et commerçantes, les laissant dormir et vivre dans des gymnases pendant plusieurs semaines. Et enfin, pour les crimes et délits susdécrits et pour avoir volontairement caché des données cruciales sur la qualité de l'eau des mégabassines, sur les volumes d'eau disponibles et sur la redistribution de l'eau uniquement aux agriculteurs et agricultrices gros irrigants, en vue d'aider sciemment les lobbies et l'agrobusiness, j'accuse M. Villemanin d'association de malfaiteurs, dit aujourd'hui maladaptateurs, selon l'article 127-7 du Code pénal, révisé en 2026. Je laisse la parole à M. l'avocat de la défense. Merci, monsieur le procureur. Vous avez la parole, monsieur l'avocat de la défense. Madame la Présidente, mesdames les membres du jury, mesdames les jurés, nous sommes ici pour examiner une série d'événements tragiques, certes, mais il est impératif de faire avec une vision claire et objective, en évaluant toutes les circonstances et en évitant les conclusions hâtives dictées par l'émotion, ce que semble avoir fait mon confrère ici présent. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Mon client est M. Villemanin, préfet de région de Laissons la justice faire son travail. Si ce désordre continue, je vais être obligé de vous faire sortir de la salle. Mon client est M. Villemanin, préfet de région de 2024 à 2032. Il est accusé aujourd'hui d'être responsable de la situation dramatique que nous avons connue lors de la grande sécheresse de 2031. Certes, la responsabilité de M. Villemanin, à l'époque du drame, et le discrédit de l'État de l'ancien monde, dont il était garant, font de lui la cible parfaite, aujourd'hui, pour cristalliser les colères. Mais gardons la tête froide, je vous le demande. Il ne me paraît pas inutile pour cela de rappeler le contexte historique, bien que nous l'ayons tous en sinistre mémoire. Les années 2024-2030 sont celles de la première vague néofasciste mondiale, la fameuse déferlante brune, avec une gestion à la fois autoritaire et inefficace de la question environnementale. Ce n'est qu'en 2032, hier pour ainsi dire, que le fascisme mondial est mis à la porte grâce à l'internationale militante. C'est le grand mascaré vert écosocial. C'est dans ce contexte politique trouble que survient le drame, dont personne ne conteste la gravité. Mais ce contexte politique était d'autant plus trouble qu'il était émaillé de vagues de violence éco-terroristes, qui laissèrent de nombreux citoyens en plein désarroi. L'État français y a répondu sans faillir, en passant un message d'ordre, de rigueur et de fermeté que demandaient les citoyens, qui n'auraient pas compris un abandon de la part de l'État.
Il est clair que mon client, portant la parole de l'État, portait également, certes, celle des Français. Je pose la question, faut-il accuser les citoyens plutôt que mon client? Mon client est particulièrement pointé du doigt pour avoir retardé, voire s'être opposé à la transition vers un autre modèle d'agriculture qui serait plus respectueux de l'environnement. Plusieurs éléments disqualifient la responsabilité du préfet. Revenons à l'histoire, mais plus ancienne. Le modèle agricole intensif s'est construit patiemment et affiné au cours du XXe siècle et au début du XXIe. 20% des exploitations étaient tributaires des irrigations, soit 1,5 million d'hectares quand même. Imaginez leur importance pour l'alimentation à cette époque. Monsieur Villemanin était préfet de région. Pouvons-nous penser réellement qu'il était de sa prérogative de déconstruire ce modèle en un claquement de doigts? Quelle réponse à la détresse des agriculteurs qui pensaient sincèrement nourrir la France? Et en effet, c'est sans surprise que l'agro-industrie reprenait sans filtre les formules de Patrick Pouyanné, qui était le PDG de Total jusqu'en 2032, prix Nobel de la paix en 2027, dont le mantra était « Mon boulot est de fournir de l'énergie au monde pour éviter des émeutes, pas de réfléchir à l'environnement ». À présent, Pouyanné est sous les verrous. Faut-il que les agro-industriels l'y rejoignent, plutôt que mon client? Je vous pose la question de nouveau. Aussi, puisque nous parlons d'économie mondialisée, pouvons-nous ignorer que l'Europe avait la main sur la PAC, que les traités de libre-échange fleurissaient de toutes parts? Monsieur Villemanin avait-il la main sur les fils de l'économie mondialisée? L'abandon des réserves de substitution aurait été l'abandon de ceux qui travaillent la terre, qui nourrissent la France et assurent sa prospérité, la plongeant alors dans l'abîme. Certes, il est fâcheux que les événements climatiques aient anéanti leurs efforts en assortissant cette mise à mort de drames dont nous connaissons l'ampleur. Il serait probablement plus important que les instances comme le Parlement européen et au-delà l'OMC puissent être inculpées en lieu et place de mon client. Mais puisque nous en sommes au climat, nous avons le recul d'une décennie, mais qu'en était-il dans les années qui ont précédé le drame lorsqu'il était le temps d'agir? M. Villemanin n'est pas devin. Au début des années 20, pour reprendre la célèbre formule, qui aurait pu prévoir? Peu de gens en réalité. 2023 fut sèche, 2024 fut particulièrement pluvieuse en France. La parole scientifique, sans être muselée à l'époque, pendant la grande déferlante brune, était inaudible dans le brouhaha ambiant. En particulier lorsque M. Hanouna était ministre des Divertissements et du Savoir. Peut-être auraient-ils pu, ces scientifiques, se montrer plus hardis et sortir de leur laboratoire. Ne sont-ils pas aussi responsables? Dans ce contexte intriqué, dans lequel tous les vents semblaient contraires, il me paraît important de souligner que M. Villemanin s'est appliqué, et même pendant la déferlante brune, à mettre en œuvre les résolutions nationales émanant du Varenne de l'eau en 2022, visant à réduire les volumes d'eau prélevés, 60% sur la période 2005-2025, réorientant la culture, diminuant les surfaces de maïs, optimisant les cultures. Bon, certes, le Varenne de l'eau préconisait aussi le développement des réserves de substitution. Mais je ne vois pas comment la responsabilité de mon client pourrait incomber à mon client. À mesure que j'égrène les responsabilités, et je pourrais continuer à l'envi, plusieurs auront senti le vent du boulet parmi vous. Une part de l'accusation ne regarde déjà plus mon client en face. Que reste-t-il à présent? Quelques collectifs issus de la nébuleuse ultra-gauche écologiste? Des scientifiques incorruptibles? Ont-ils leurs âmes s'y reposer pour porter le coup sans rougir sur cet homme qui n'a fait que son devoir de composer avec les forces en présence pour éviter le délitement de l'État? L'ultra-gauche écologiste, parlons-en, peut-être a-t-il pris en maturité à présent, mais était-ce le cas il y a 5, 10 ou 20 ans? Perpétuelle donneuse de leçons, elle n'a eu de cesse de chercher l'affrontement, la caricature, de harceler mon client. Le dialogue était impossible par sa faute. Mais la rupture du dialogue ne venait pas de mon client, mais de cette nébuleuse hostile et insaisissable, pour ne pas dire visqueuse. Quant aux scientifiques, leur neutralité comme leur liberté académique était déjà bien émoussée à l'époque. Soumis à des influences culturelles, politiques, ils ont flirté avec les industriels et les politiques les moins scrupuleux. Ils ont beau jeu à présent de demander des comptes, eux qui partageaient la table de l'accusé. Bien sûr, droit dans leurs bottes, les accusateurs vont pointer mon client comme pivot d'un réseau de maladaptateurs. Mais ce réseau ne correspond-il pas en réalité à cette perméabilité entre les institutions et les usagers, fussent-ils issus de la société civile, des syndicats, des associations, perméabilité que l'ultra-gauche écolo appelle de ses voeux? Croyez-moi, M. Villemanin,
n'a fait qu'appliquer des préceptes libertaires, et ceux-ci n'ont pas su le voir et se saisir de l'outil. Sans doute, l'éléphant dans la pièce était-il trop gros. Jusqu'où s'étendait ce réseau, puisque c'est d'un réseau dont on parle. On ne parle plus d'un individu, on parle d'un réseau. Sans aucun doute, de proche en proche, ce réseau s'étendait à celles et ceux qui, à présent, accusent mon client. Mon client représentait l'État et son réseau. Nombreux étaient les associations qui collaboraient de fait, par les subventions ou autres, avec ce réseau. Mon client est-il le marionnettiste, ou plutôt la marionnette d'un monstre sans tête, et dont chacun ici constitue la chair? Finalement, c'est à se demander si l'insectivore outard de Canepetière n'était-elle pas finalement aussi carnivore. Avec ceci, je crois avoir démontré que mon client est devenu le bouc émissaire d'un réseau auquel personne n'échappe, qui s'étend de l'OMC à Boutarde, et dont vous faites partie, vous et vous là-bas, ici. Quelles conséquences, du coup, si tout le monde est responsable? Elles sont simples. Personne, je dis bien personne, n'est en mesure de porter l'accusation sur mon client sans s'accuser soi-même. Je vous le demande, voulons-nous vraiment relever le défi? Il me semblerait plus salutaire pour tous, ici présents et ailleurs, d'enterrer ces événements aux oubliettes de l'histoire, et c'est pourquoi je demande un acquittement. S'il vous plaît. Un peu de sérieux. Merci beaucoup, monsieur l'avocat de la défense. Je vous laisse interroger le coupable et d'abord monsieur Manin, est-ce que vous pouvez d'abord dire quelques mots pour votre défense, en votre propre nom? Je n'ai fait que mon devoir. Comme on le voit, il est facile d'accuser ceux qui sont exposés. Je le répète, je n'ai fait que mon devoir. Avec toutes les conséquences que cela comporte. Merci. Est-ce que monsieur l'avocat de la défense, vous voulez poser des questions à monsieur Villemanin? Oui, vous avez souvent tendu la main vers les associations environnementales et tous les collectifs qui protestaient à l'époque. Quel est le message qu'ils vous ont envoyé? Avez-vous pu les rencontrer? Avez-vous pu instaurer un dialogue avec elles? C'était très compliqué. Chaque fois que je voulais dialoguer, je leur proposais de venir discuter. Je sentais une hostilité dès le départ. Un refus de dialogue, des termes inacceptables, des assemblées populaires, là où une simple réunion en huis clos aurait été suffisante. Et ça a finalement un peu émoussé mon enthousiasme, qui était grand au début, lorsque je suis arrivé dans cette région, qui m'intéressait beaucoup, moi-même étant fils d'exploitant de la Beauce, l'agriculture me tenait à cœur. Et je souhaitais établir un dialogue durable. Mais voilà, j'ai pu établir le dialogue avec beaucoup d'exploitants agricoles et d'entreprises. Mais avec les associations, c'était compliqué, encore une fois. Vraiment, il y avait une accusation avant même le dialogue. Donc, non, et je le regrette profondément. Et à l'autre bout du spectre, quelles étaient vos relations avec la coordination rurale, la FNSEA? En particulier, à partir du moment où la déferlante brune est arrivée, les relations sont tendues, je crois, avec vous. C'était plus facile. Est-ce que vous pensiez avoir la liberté de vous exprimer par rapport à ces syndicats? Bien, disons que avant cette déferlante brune, les rapports étaient très bons, puisque c'était évidemment les moteurs de l'économie régionale, et du coup j'avais à cœur d'avoir un dialogue suivi et de faciliter leur développement, la production de nourriture, qui, je le rappelle, était quand même un enjeu national, régional et national, de nourrir la population, de participer à la souveraineté alimentaire de la France. Et lorsque la déferlante brune est arrivée, j'ai quand même senti que, comment dire, j'avais moins mon mot à dire,
je devais respecter un peu plus ce qu'ils avaient à dire. Et plus d'une fois, j'ai dû aussi les aider, en fait, puisque voilà, l'économie a été impactée fortement par tous ces événements. Donc disons il y avait moins un dialogue et plus une sollicitation récurrente de la part de ces partenaires à laquelle je ne pouvais que me conformer. Puisque je le rappelle, c'était quand même les acteurs économiques majeurs du territoire participant à la souveraineté alimentaire. C'était une question de survie, disons-le tout net, pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Merci. J'en ai fini. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions pour l'atelier? Oui. Monsieur Villemanin a parlé de devoir. Pour un préfet, c'est normal. Est-ce que, monsieur Villemanin, vous pensez qu'il était de votre devoir de délivrer des autorisations exceptionnelles de prélèvement en eau à vos amis comme monsieur Dufour, pour qu'il irrigue ses terrains de golf dans des périodes où l'eau était devenue rare? Écoutez, je crois qu'on a un peu surestimé toute cette histoire. Il s'agissait que lors des moments ponctuels durant l'été, de pouvoir maintenir la santé d'écosystèmes de pelouse. Donc les volumes associés étaient quand même limités, étaient assez faibles en regard des besoins, par exemple, en eau pour produire de la nourriture. Donc je crois que vraiment cette histoire a été montée en épingle, notamment par les associations avec lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à dialoguer. Oui, on pourra se poser la question si ces petites différences de vision ou ces vertus écologiques de M. Villemanin étaient peut-être un arbre qui cache la forêt sur sa gestion de l'eau et sur son sens du devoir. Ma deuxième question, elle se tourne vers le devoir de défense et de protection qui sont des attributs du préfet. Assurer la protection des biens, des personnes sur son territoire, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pensiez pas qu'avant la grande canicule et les grands incendies de 2031, les années 2027 puis 2029, avec des incendies et des sécheresses assez fortes, n'étaient pas un signe avant-coureur important qui faisait que certes les méga-bassines étaient déjà construites, mais peut-être leur activité aurait dû être régulée, ça aurait dû être votre rôle d'être attentif à l'évolution de ces conditions météorologiques et climatiques pour ne pas mettre en péril le territoire pendant les grands incendies de 2031. Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'était bien de votre responsabilité, de votre devoir de analyser les faits, écouter les avis scientifiques et prendre des mesures pour limiter les risques à venir? Écoutez, je n'ai pas arrêté d'écouter les avis scientifiques. Mon équipe d'agronomes et d'hydrologues, des personnes voilà, avec qui je discutais régulièrement dans mon cabinet ou que je sollicitais, m'ont toujours en fait permis d'avoir ce qui me semblait être une vision claire sur le fait que nous avions encore de la marge. Et que certes il y avait des canicules qui s'enchaînaient, mais que notre agriculture pouvait être maintenue précisément grâce à ces méga-bassines, qui, je le rappelle, dans tous les échos que j'ai pu avoir, dans les équipes, les réunions préparatoires que nous avons fait, et puis de suivi, à aucun moment je n'ai entendu de réserve quant à la pertinence de ces dispositifs. Donc comment pouvais-je savoir? Je ne pouvais pas. Je ne suis pas scientifique moi-même, je vous le rappelle. Bien sûr, mais vous dites que vous étiez entouré, nous y reviendrons à l'avis de scientifiques. Mon dernier point, avant de laisser la parole à d'autres témoins, c'est de rappeler que certes, si on accuse M. Villemanin d'association de malfaiteurs, c'est bien parce qu'il y a un réseau et il y a des privilèges et des positions de pouvoir différenciées, contrairement à ce que semble penser mon confrère. M. Villemanin était dans une position de pouvoir. Il n'était pas une personne quelconque au milieu d'un système économique et agro-industriel. Mais nous y reviendrons avec les autres témoins. Merci. Merci, monsieur le procureur. Je vous laisse appeler un représentant de l'association de victimes qui a porté plainte dans cette affaire. Donc, un représentant, merci. Est-ce que... donc... Bonjour. Bonjour. Je voulais vous présenter et présenter un peu votre point de vue sur cette affaire. Oui, moi je suis un simple citoyen et dans les derniers événements de canicule, de sécheresse, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille. J'ai perdu mon grand-père qui était hospitalisé dans un EHPAD qui n'était plus alimenté en eau pendant la dernière
sécheresse. J'ai perdu également ma maison il y a 2 ans dans un incendie qui n'était plus assuré. Et j'ai entendu M. Villemanin essayer de diluer les responsabilités, mais moi, en tant que citoyen et membre d'association, nous l'avions alerté sur les risques croissants. Nous lisions, nous lui rappelions ce qui sortait des propres services de l'État, comme le Haut Conseil pour le climat, qui avait été mis en place à la fin des années 2010 et qui passait son temps à rappeler l'écart qui augmentait entre les risques auxquels nous étions exposés et les mesures qui étaient mises en place par les services de l'État, par les services publics. Alors, je l'entends dire... Je l'entends dire que la parole scientifique était noyée dans un brouhaha, mais je me demande qui a organisé aussi ce silence, qui a rendu inaudible aussi cette vérité. Moi, j'ai participé aussi en tant que citoyen dans les années 2020 à plusieurs mouvements qui essayaient de mettre en évidence, de proposer, disons, des changements, de mettre en évidence les problèmes dans cette gestion de l'eau notamment, et nous étions constamment face à une répression très féroce organisée par les services de M. Villemanin lui-même, nous présentait comme des terroristes. M. Villemanin, les mots ont un sens. Moi, j'ai honte d'être dans un État qui, à ce point, manipule la vérité. Alors, j'entends que les responsabilités sont partagées entre beaucoup, mais je crois qu'on a ici un acteur central qui a une part de responsabilité personnelle qui est écrasante dans la mort de nombreux de nos concitoyens. Merci, monsieur. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je tiens à préciser que monsieur présent ici n'est pas simple citoyen, n'est pas un citoyen ordinaire, et il me semble que, comme il l'a mentionné, dans les années 2020-2030, il était particulièrement actif sur le front militant, et il me semble qu'il y a eu plusieurs procès où vous figuriez en première place avant la déferlante brune. Vous aviez été accusé, notamment à Sainte-Soline, d'avoir jeté des boules de pétanque équipées de lames de rasoir pour les forces de l'ordre. Est-ce qu'on parle bien de la même personne? Est-ce bien vous? Non. Moi, j'ai été acquitté de tout cela. C'était une pure fiction médiatique et policière. J'ai été complètement blanchi de ces accusations. Je crois qu'on peut en rester là. Je veux rappeler à l'audience qu'il y a eu de nombreuses enquêtes et ces arguments sont considérés par la plupart des experts comme fallacieux. Il n'y aurait jamais eu ce type d'instrument utilisé à aucune manifestation. Quels experts? Je vous le demande un peu. Ah ben, je vous laisse... Monsieur, un peu d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le témoin ici présent? Est-ce que vous voudriez préciser un petit peu les conditions d'assistance ou de non-assistance qui étaient en cours à l'époque où votre grand-père est mort et où votre maison a brûlé? Quand ma maison a brûlé, c'est simple, les fameuses bassines dont on parle ici étaient pleines, les rivières étaient sèches. Où était passée l'eau pour nous protéger des flammes? Je n'ai pas l'explication, mais je constate que nous étions absolument seuls. Les services des pompiers étaient complètement débordés et face à cette sécheresse terrible. Merci. Merci, monsieur. Vous pouvez vous rasseoir. Nous proposons maintenant que d'autres témoins viennent qui seront choisis par vous tous, messieurs et mesdames. Donc, nous allons vous distribuer des fiches que vous pourrez regarder attentivement et discuter entre vous de qui vous voudriez appeler pour avoir son témoignage. Et donc, je vous laisse discuter entre vous. On a ici une petite liste de témoins possibles qui vont amener chacun leur point de vue. Et dans l'idéal, ces témoins seront joués par vous-même. Donc on propose donc d'avoir un procès participatif où vous pouvez venir pour nous donner l'avis d'un témoin différent, choisi par vous, joué par vous, et auquel vous pouvez ajouter tous les détails en plus de ce qui est écrit sur ces fiches de personnages. On prend 10 minutes de préparation et de réflexion, de discussion. On en choisit 2 des témoins. Ouais, vous pouvez vous mettre en groupe, déplacer les chaises. La séance est ouverte. Alors, merci à tous et toutes. Est-ce que vous avez envie de crier les noms des témoins que vous avez envie de voir appelés à la barre?
Vous voulez tout le monde, malheureusement, on ne va pas pouvoir les faire tous, ça va être juste 2 ou 3. Le garde forestier. Le garde forestier, le mec qui veut autre chose. La culture de la FNSEA. Pardon? Le rythme de la FNSEA. La FNSEA, là aussi la FNSEA. L'agriculteur. Ok. Le garde forestier aussi. BRGM, non, pardon, BRGM. Ah si, c'est Agnès. Ah oui, bah... Ah non, justement, c'est pas la... L'ARCOM, et ça va être... ouais. Après, si vous voulez jouer d'autres témoins, vous pouvez. Ok, mais on va commencer avec... On va commencer... Bon, ben, avec l'ouverture de séance, j'appelle donc le garde ou la garde forestière qui était en fonction pendant les périodes 2028-2032, qui va nous raconter justement avec cette gestion par le préfet Villemanin. Non, mais il y en a deux, mais ils peuvent se partager un peu. On peut avoir 2 gardes forestières, c'est parfait. Un collègue. S'il vous plaît, veuillez vous placer devant la cour. Les moyens. Dos public. Si vous voulez. Allez. Merci de nous raconter comment se passait la situation des forêts à l'époque de M. Villemain. À l'époque de M. Villemain, et on va remonter un peu antérieurement. S'il vous plaît. Laissez parler. Chacun savait ici que le Marais Poitevin était un lieu humide, mythique, avec des rivières qui coulaient, et que depuis que l'agriculture y a planté maïs et autres tournesols et autres blés, alors qu'autour du marais, on mettait plutôt des élevages, des moutons, des brebis, des chèvres, etc. À partir du moment où les grandes cultures ont été là, tout le marais s'est asséché, et vous avez tous connu le film qui présente le Marais Poitevin avec ses rivières asséchées, excepté en 2023, l'année des inondations, où on a vu un petit peu d'eau dans l'été couler dans les rivières du marais. À part ça, c'est vrai que toutes les routes, toutes les rivières se sont asséchées. Et puis tous ceux qui vont à la gare de Saint-Mexan, qu'on dit ici Smouessant, eh ben, vous devez traverser la forêt de l'Ermitain. Et la forêt de l'Ermitain, on l'a traversée petit, c'était long, il y avait des beaux arbres grandioses, etc. Et au fur et à mesure des années, on arrivait et c'était de plus en plus court. Coupe rase d'un côté, coupe rase de l'autre, coupe rase à la sortie, etc. Nous, les gardes forestiers, il y a eu une période, avant ces années-là, on avait un peu d'autonomie et on faisait un peu ce qu'on voulait sur les coupes. Donc on faisait des coupes raisonnées. On laissait quelques beaux arbres, on laissait des choses repousser. Et puis, dans ces années brunes, les ordres sont venus et ont été implacables. Nous n'avions plus le choix. Nous devions faire ce qu'on nous disait de faire. Des coupes rases pour alimenter en bois les papeteries, les chaufferies, etc. Et donc, nous avons obéi aux ordres. Souvenez-vous des années aussi un peu 2023 où à l'ONF, il y a eu beaucoup de suicides. Tu te souviens de nos collègues, Jean-Louis qui est mort, suicidé, Christine également. Tu te souviens, presque une fois par mois, on avait un enterrement à l'ONF. C'était pas rien. Et donc... Pas uniquement des agriculteurs, on a perdu aussi énormément d'espèces. Hein. On n'allait pas à leurs enterrements, mais on a perdu énormément d'espèces de rongeurs, d'arbres avec toutes ces coupes, voilà. Notamment. Et puis les ruisseaux sont asséchés. Une fois que les ruisseaux étaient secs, les sols sont devenus secs, et nous avons vu nos arbres dépérir d'eux-mêmes, nos grands chênes, nos grands bouleaux, nos grands peupliers sont devenus... Et qu'est-ce qu'on nous a proposé à l'ONF de planter? Mais qu'est-ce qu'on nous a proposé? Des pins, qualité intelligente. Nous n'avions plus dans ce qui nous arrivait que des graines de pin. Qu'est-ce que nous pouvions faire d'autre? Planter des pins. Nous avions l'air malins avec nos pins. Parce qu'ils ont poussé ces fichus pins. Comme dans le sud de la France. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ces pins? Eh bien, inévitablement, les grands incendies des années 2028, 2029, 2032, 2031, etc. Et voilà. Adieu la forêt de l'Ermitain. Maintenant, vous allez à la gare de Smouessant. Oh les rats, il n'y a plus rien qui pousse. Allez comme ami. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter? C'est tout bon. C'est bon pour moi. Monsieur le procureur, avez-vous des questions pour les témoins? Je pense que le lien très clair entre les directives sur la gestion du bois et les conséquences sur l'eau et ensuite sur les incendies ont été faits. Je n'ai pas grand-chose à rajouter.
Oui, merci de votre intervention. Personne ne conteste ce que vous racontez. Cependant, je tiens à pointer que vous avez une mémoire qui est un petit peu extensive. Et là, les époques idylliques que vous représentez là, en réalité, peu d'entre nous les ont connues. C'est une aventure qui commence au XXe siècle, je vous le rappelle. Nous sommes en 2035. Alors, si je puis me permettre, nous sommes des gardes forestiers plus ou moins jeunes, donc une plus jeune génération, j'ai pu connaître aussi ces disparitions du 21e siècle même. J'ai vu ces différences et j'ai connu, même au début du 21e siècle, un environnement qui était différent de celui qu'on a aujourd'hui dans la région. C'est possible que le paysage ait marginalement changé. C'est possible que ça ait marginalement changé, que quelques espèces aient été déplacées, avec des compensations systématiquement, je vous le rappelle. Mais quelle est votre question? Ma question est, qui pensez-vous accuser par ça? Est-ce que ce sont les agriculteurs, ce sont les syndicats, ce sont les agences de l'eau, est-ce que c'est le préfet? Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être le préfet? S'il vous plaît. Le préfet, il fait ce qu'on lui demande, mais il a une petite marge de liberté quand même. Il n'est pas obligé. Petite, en effet. Petite, mais il n'est pas obligé de retenir les graines de chêne, de retenir les graines de peuplier, de bouleau, et de n'envoyer que les graines de pain. Merci beaucoup. Je pense que pour compléter peut-être ce témoignage très intéressant et les allégations de mon confrère, il serait intéressant d'appeler une scientifique. Une scientifique une hydrologue qui est spécialisée sur justement toutes ces questions d'eau et de liens avec les écosystèmes et des liens qu'il y a pu avoir ensuite avec les atteintes à la sécurité des biens et des personnes à travers les incendies de 2031. Donc j'appelle la scientifique. Bonjour. Bonjour Madame Ducharme, c'est ça? Merci Bonjour Madame la Présidente. Merci de vous présenter et de nous rappeler un petit peu la situation. On a entendu parler justement des faits scientifiques qui auraient été inaudibles. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci Madame la Présidente, merci à tous les membres du jury. Je m'appelle Agnès, je suis chercheuse au CNRS depuis 2000 et donc aujourd'hui j'ai 64 ans. Un grand recul de ce qui s'est passé au niveau hydrologique, à la fois en France et dans le Marais Poitevin. Et l'avocat de la défense nous a dit qui aurait pu prévoir. Est-ce que monsieur Villemalin aurait pu prévoir? Eh bien oui, les scientifiques, ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent sur ces sujets. Pas tous. Suffisamment, monsieur Villemalin. J'aimerais déjà, les sécheresses, les incendies de ces 10 dernières années, c'est le changement climatique de manière indéniable. Tous les scientifiques le reconnaissent. Mais les scientifiques qui travaillaient, les climatologues sur le changement climatique, les premiers rapports qui concluent de manière définitive que le changement climatique est une réalité, c'est en 2001, bien avant que monsieur Villemalin devienne préfet dans la région. Et puis... Donc le dernier rapport, il date de 2031, le 8e rapport du GIEC. Et malgré les difficultés qu'il y a eu en France à être un scientifique pendant la déferlante brune, je peux vous dire que c'était difficile de travailler sur les questions environnementales pendant la déferlante brune. Mais heureusement, la communauté scientifique, elle est internationale et sur le changement climatique en tout cas, les collègues des autres pays ont continué de travailler et toujours dit... Il redit que c'est les émissions en gaz à effet de serre qui créent les températures plus élevées, qui créent les sécheresses. Seulement, dans le Marais Poitevin, c'est un petit peu différent. Et donc, les scientifiques, les hydrologues comme moi, qui travaillent depuis... Je n'ose plus compter depuis combien d'années sur ces sujets, on sait très bien que c'est l'irrigation qui est une composante essentielle des sécheresses dans tout l'ouest de la France, dans toutes les zones de grande culture, au point que, alors là j'ai des chiffres, mais j'ai pas assez de main. La région du Marais Poitevin, tout le bassin versant a été déclaré en zone de répartition en eau, c'était en 1995, et ça, le préfet Villemalin, il ne peut pas l'ignorer, puisqu'en fait, il est censé faire respecter toutes les réglementations sur l'eau. Zone de restriction en eau, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une sécheresse tous les 5 ans, on en a une tous les 4 ans.
pour des raisons qui en fait ne sont pas allées chercher très loin. C'est parce que tout l'ensemble des habitants, des usagers du bassin versant consomment trop d'eau. Mais en général, les usagers qui consomment trop, ce sont les agriculteurs intensifs. Et par exemple, entre 1976, la première des grandes sécheresses, et puis 1995, les niveaux des nappes dans le marais Poitevin, ils ont baissé de 2,50 m en moyenne, hein, les niveaux d'été. Et dans certaines zones, en 2003-2005, les deuxièmes périodes de grande sécheresse, les niveaux des nappes sont tombés sous zéro, parce que la référence, c'est le niveau de la mer. Et donc quand on a un niveau de nappe sous le niveau de la mer, ça veut dire qu'il peut y avoir des intrusions de sel qui abîment tous les sols dans les régions littorales. Et donc suite à ça, il y a eu forcément l'État français, dans sa grande sagesse, a décidé de changer les réglementations et les lois sur l'eau en 1992, en 2006. Et donc, c'est dans cette période qui visait à protéger la ressource en eau que le marais Poitevin a été déclaré en zone de répartition en eau. D'ailleurs, en même temps, à peu près, en 1996, le parc naturel régional du marais Poitevin, du Poitou, a été déclassé, a perdu son statut de parc naturel parce que c'était trop sec, parce qu'il y avait trop d'irrigation et trop de prélèvements en eau. Avec une condamnation par la communauté européenne, ça s'appelait comme ça avant, pour manquement aux directives environnementales en 1999. Voilà, tout ça, il pouvait bien le savoir, monsieur le préfet Villemain. Donc il y a eu un reclassement du parc naturel régional en 2014, suite à des changements de la réglementation en eau, des autorisations de prélèvement pour l'irrigation beaucoup plus faibles, des obligations à maintenir un certain niveau en eau dans les cours d'eau, et ça a plus ou moins marché, et ça a bridé les irrigants. Et à ce moment-là, quelle a été la grande idée? Faire des bassines pour pouvoir avoir toujours quand même de l'eau en été, puisqu'ils n'avaient plus le droit d'en prélever autant qu'ils voulaient, et en la prélevant en hiver et en la stockant dans les retenues de substitution. Donc ça a eu un effet réellement, changer les réglementations sur l'eau a vraiment eu un effet sur le niveau des nappes en été qui est remonté. Par contre, on a pu constater en regardant toutes les observations qui sont faites par les scientifiques et les services de l'État que sur les niveaux dans les rivières, ça n'a pas très bien marché en fait. Et puis sur les niveaux des nappes, certes, en été, les niveaux des nappes remontaient, mais en automne, ils baissaient, puisque c'est le moment où les bassines se sont mis à pomper massivement. Et en fait, un des problèmes des méga-bassines, mais lié aussi aux préfets et aux choix qui ont été faits, c'est que les seuils autorisés pour prélever dans les nappes en automne et en hiver pour alimenter les bassines, ces seuils, ils ont été choisis trop bas, en fait, pour prélever correctement la ressource en eau. Ce qui fait que il y a beaucoup d'eau qui a pu être pompée dans les nappes en hiver, en automne, et ça se répercute dans les étés suivants, etc. Et quand on ajoute à ça le changement climatique avec plus de sécheresse, parce que moins de pluie en été, plus d'évapotranspiration, on a une catastrophe. Et cette catastrophe, eh ben, on l'a vécue ces dernières années. Et il ne pouvait pas ne pas savoir, monsieur le préfet Villemain. Monsieur le préfet Villemain. Voilà, et puis, qu'est-ce que ça fait toutes ces sécheresses? Ça fait aussi que les tourbières d'un marais comme le marais Poitevin s'assèchent. Et des tourbières sèches, c'est un très bon combustible pour les incendies que les canicules, donc le changement climatique, déclenchent. Et donc, pour moi, il n'y a aucun doute, en tant que scientifique, en tant que hydrologue et fonctionnaire de l'État français, il n'y a aucun doute que les décisions préfectorales sur l'autorisation des bassines en nombre trop grand par rapport à la quantité d'eau disponible, sur les volumes prélevables trop élevés et sur les seuils de remplissage trop bas, ça a très nettement contribué à la catastrophe de ces dernières années. Oui, j'ai une question. J'ai plusieurs questions. Tout à l'heure, donc vous avez dit que la situation était bien compliquée pour la recherche scientifique depuis longtemps, même avant la déferlante brune. Les financements étaient difficiles à obtenir. J'ai pointé tout à l'heure que les scientifiques pouvaient avoir été défaillants également à cette époque, en pointant le fait qu'ils mangeaient à la table
à la table de mon client. Ce que je voulais dire par là, c'est que je voudrais savoir quels étaient vos financements à l'époque, et pendant la déferlante brune également, quelles étaient vos sources de financement. Vous étiez payé par l'État, et puis par le CNRS, et puis après par le Centre national de la recherche scientifique et du divertissement. Et quelles étaient vos sources de financement, et pourquoi n'étiez-vous pas audible à cette époque-là? Pensez-vous qu'il y aurait un lien de cause à effet? Entre mes sources de financement et mon manque de... On ne vous a pas beaucoup entendu pendant la période jusqu'à... Non, on ne nous a pas beaucoup entendu, non. Je crois que une des raisons, c'est que nos sources de financement s'étaient taries, tout comme les rivières du Marais Poitevin, évidemment. Mais on a continué de travailler avec peu de financement. Et puis, il était difficile de s'exprimer publiquement, effectivement. Quand des collègues ont pu prendre la parole comme lanceurs d'alerte, ils prenaient des blâmes par leurs institutions. Et ça a été une période extrêmement difficile. Mais je pense que la recherche scientifique, les publications qu'on a pu faire, les rapports ont continué, au CNRS comme au BRGM d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voudrais vous demander, Madame la chercheuse, est-ce que vous pourriez revenir sur un autre point peut-être plus insidieux que vous n'avez pas présenté? Vous avez très bien expliqué pourquoi l'irrigation et les bassines étaient en cause dans des nombreuses catastrophes qui ont eu lieu, mais est-ce que vous pourrez redétailler le lien entre le fait de faire le choix de donner l'accès aux bassines, de donner des seuils de prélèvement bas qui permettaient cette irrigation intensive, et le fait de maintenir un modèle d'agriculture plutôt que d'aller vers d'autres formes d'agriculture auxquelles on est maintenant habitué, agroécologiques, etc., qui consomment beaucoup moins d'eau? Je pense, monsieur l'avocat, que le point crucial dans cette histoire, c'est que, en fait, au-delà du préfet, pour moi, c'est l'irrigation intensive qui est en jeu. Et les bassines servent à irriguer davantage, à irriguer toujours plus, et c'est cette irrigation qui alimente l'agro-industrie, l'export de ressources alimentaires pour enrichir un certain nombre de grands agro-industriels, et au détriment donc toute l'eau virtuelle qui est représentée dans du maïs, puis qui finit après être passée dans un coffre-fort d'eau qui est la méga bassine, qui finit dans les coffres-forts des agro-industriels. Cette eau, elle sert pas à d'autres usages, elle sert pas à l'agriculture paysanne, elle sert pas aux écosystèmes, parce qu'elle est détournée en fait de sa circulation hydrologique normale, et elle est capturée, accaparée. Merci beaucoup. Et une dernière question, si vous m'autorisez, Madame la Présidente. Avant la déferlante brune, il y avait des comités de bassin, des comités de gestion de l'eau, des schémas, dans lesquels il y avait l'avis des scientifiques était demandé, n'est-ce pas? Est-ce que vous voudriez commenter comment fonctionnaient ces institutions, notamment dans le Marais Poitevin, quand M. Villemanin a pris ses fonctions avant le début de la déferlante brune? Donc quand ces institutions existaient, comment M. Villemanin interagissait avec les autorités scientifiques indépendantes et les citoyens à ce moment? Alors, j'ai jamais eu la chance de faire partie de ce genre d'institution, mais au dire de certains de mes collègues et amis, c'était quand même essentiellement une mascarade. Les scientifiques servaient de caution, bien souvent. Les études n'étaient pas suffisantes. Les études, à une époque, il y a eu les HMUC. Il y a des tas d'acronymes, et puis avec le temps, j'ai un petit peu oublié ce que ça voulait dire, mais hydrologie, milieu, usage, je le sais, ma mémoire défaille. Mais toutes ces études étaient faites par des bureaux d'études, et puis parce que les scientifiques, on n'était pas suffisants en nombre, et puis c'est pas notre métier de faire des études locales comme ça, le plus souvent. Et donc c'était des études qui étaient faites par des bureaux d'études, payés pour obtenir tel ou tel résultat, souvent pas les meilleurs des résultats. Et puis de toute façon, il s'est passé très souvent que les préfets ne respectaient pas les études même. Et il y a eu beaucoup d'accusations en justice de préfets avant la déferlante brune.
parce que les préfets ne respectaient pas la réglementation française, en fait. Merci beaucoup, je pense que ça éclaire bien le cas de l'accusé et ses allégations par rapport au devoir. Je laisse mon confrère appeler le prochain témoin. J'ai encore une petite question. Je pense qu'il me permettra de faire la transition avec le prochain témoignage que je souhaite faire intervenir. Comme pour reprendre vos propres mots, vous dites que les scientifiques servaient de caution. Effectivement, vous avez eu un rôle de compromission avec l'accusé également. C'est ce que j'appelais partager la table de l'accusé. Et finalement, là où je veux en venir, c'est que les propositions que vous faisiez à l'époque, c'était des propositions de réforme et non pas de rupture du modèle agricole, ce que vous semblez préconiser à présent. Je préconise à présent, exactement. Et à l'époque, c'était aussi des préconisations, mais quand je disais que nous servions de caution, c'était que nous étions présents sans être écoutés, tout simplement. Chacun comprendra ce qu'il entend. Il me semble opportun à présent d'appeler une personne de la FNSEA. Une ou plusieurs. Madame la Présidente, messieurs les avocats. Un agriculteur de la FNSEA, membre de la FNSEA. Oui, mais t'es agricultrice aussi. On peut avoir deux représentants agriculteurs locaux, membres de la FNSEA à l'époque des faits. Il leur faut un micro. Ah, mince, pardon. Merci de vous présenter et de dire votre situation à l'époque et les évolutions historiques que vous avez connues. Déjà, je vous remercie de nous accueillir parce que nous avons eu de très beaux discours de langue de bois de personnes qui n'étaient pas des personnes qui nourrissaient la population, à savoir des gardes forestiers et des scientifiques. Merci donc de nous donner la parole durant ce procès. Je suis représentante de la FNSEA. Et donc je tiens à rappeler que à la période des faits qui nous incombe, nous étions avant tout responsables de nourrir la population et qu'il fallait donc prioriser les usages de l'eau. On nous reproche souvent que l'eau qui était utilisée pour irriguer nos champs était destinée à de la nourriture destinée au bétail. Je tiens quand même à rappeler, il me semble nécessaire, que nous sommes dans le pays français de la gastronomie et que les Français, malgré des utopies végétariennes, etc., restent et resteront des consommateurs de viande. Donc je tiens quand même à rappeler que, indirectement, l'irrigation des champs de maïs était donc bien destinée à l'alimentation des Français et des Françaises. Je tiens également à rajouter autour du consensus social que les méga-bassines étaient tout de même considérées comme une méthode efficace par rapport à la gestion de l'eau et que nous n'avons fait qu'appliquer ce que nous disaient les experts. On peut évidemment rappeler les discours des éco-terroristes complètement illuminés qui contredisaient le consensus sur des médias indépendants tels que vous les connaissez, nous n'allons pas les citer, Mediapart, Blast, tout ça. Payés par qui, on se demande. Mais que, évidemment, les grands médias et les médias qui touchaient directement les Français ne leur prêtaient pas la moindre attention. Vous voulez prendre la parole, cher confrère ? Oui, je voudrais ajouter qu'en tant qu'exploitant qui a été un des piliers de l'agriculture productive de la région, on dit souvent l'agriculture productiviste, j'aimerais rappeler que nous produisons pour les Français et pour le monde. Oui, nous exportons, mais ça veut dire que nous nourrissons le monde. Il faut le rappeler. Et j'ai entendu beaucoup de critiques des méga-bassines sur leur efficacité. Moi, je tiens à dire que j'ai été effectivement bénéficiaire du système des méga-bassines, mais que ça a été efficace pour mes propriétés. Et les propriétés nourrissent les Français. Ce sont les miennes, mais elles nourrissent les Français et le monde. Et par exemple, pendant la grande sécheresse en 2031,
j'avais des récoltes qui étaient florissantes jusqu'à un incendie. Et c'est là, je trouve, où on arrive sur un problème de légitimité, parce que je produis pour le monde, mais j'ai des groupes ultra-violents qui viennent détruire mes exploitations, alors que je suis en plein processus de nourrir les Français. Et ensuite, on m'accuse de ne pas les nourrir. Donc je trouve qu'il y a une contradiction. Et je tiens à ajouter que c'est aussi ce genre d'action qui a introduit une violence qui a de plus en plus galopé au fil des années, et on est arrivé à un état où moi, même l'État français ne m'a pas défendu dans ces agressions que j'ai subies, et je trouve que c'est un terrain glissant qui défait peu à peu l'état de droit, et on a vu par où on est passé pendant toutes ces années de violence, et malgré les changements qui ont été effectués aujourd'hui et certaines avancées effectivement qui ont été introduites, j'aimerais rappeler tous les morts et le sang qui a coulé, et qu'il ne faut pas se féliciter de mains aussi rouges. Et comme le rappelle mon confrère suite aux attaques qu'il a vécues, que nous, représentants de la FNSEA, avons été les seuls, je rappelle bien les seuls, à avoir protégé les agriculteurs et les agricultrices lors de ces purges qui étaient ignobles et inhumaines. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre témoignage, s'il vous plaît. Merci pour votre témoignage. Cependant, ce n'est pas le procès de la FNSEA, et c'est probablement regrettable, puisque la FNSEA s'est montrée coupable manifestement de plusieurs détournements d'eau. C'est donc le fond de l'affaire, bien plus que mon client, M. Villemanin. Ce qui m'amène à ma question: quelles étaient vos relations avec M. Villemanin à l'époque? Pensez-vous avoir exercer des formes de pression, comme mon client l'indique, pour le contraindre plus ou moins, et de plus en plus, au cours de la déferlante brune en particulier, à accepter certains compromis qui allaient au-delà de l'acceptable et qui ont conduit à la catastrophe? Quelles étaient vos relations lors de vos entrevues en aparté? Alors effectivement, j'ai exercé des pressions, pas seulement sur Monsieur le Préfet, mais sur l'État en tant que tel. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas un compromis, c'est un contrat où l'État s'est engagé à défendre ma propriété. Je suis désolé, mais on peut aussi remettre en cause le principe de la propriété, mais je ne pense pas que c'est le lieu de ce procès. Et l'État a pour rôle de défendre ma propriété, et je n'ai demandé que l'État remplisse ce simple rôle, rien de plus, juste cela. Merci. Et puisqu'il était défaillant, vous avez pensé légitime d'utiliser la force des milices. Nous, en tant que FNSEA, nous avons trouvé regrettable la gestion publique de l'eau, qu'on a jugée inefficace. Alors oui, je l'affirme aujourd'hui, nous avons sollicité ce que nous appelons des syndicats privés afin de gérer les méga-bassines, et en tant que représentante de la FNSEA, et mes confrères consorts pourront le dire également, nous n'avons pas trouvé cela choquant d'utiliser ces moyens de pression, parce que c'est ce que nous avons revendiqué pendant de nombreuses années. Merci. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif sur le pourcentage de vos parcelles qui ont été touchées par les incendies parmi les membres de votre syndicat? Vous nous avez mentionné d'avoir des pertes. Effectivement. Voilà, comme la plupart des agriculteurs de la région. Oui, donc 30% de mes exploitations ont été détruites.
Donc c'est déjà très significatif pour des très grandes exploitations. Il y a eu certains petits exploitants qui ont tout perdu. Mais la question c'est, est-ce que vous pensez donc qu'avec ces pertes de 30% pour vous, 60 ou 100% pour d'autres, on peut juger le système des bassines qui, comme l'a rappelé la scientifique juste avant, a fortement contribué à la propagation de ces incendies et leur étendue, est efficace? Écoutez, moi je réponds oui, d'autres répondent non. Et je pense que le débat n'est pas simplement, comment dire, on accorde une légitimité aux scientifiques qu'on a entendu parler aujourd'hui, mais j'aimerais rappeler que la science a aussi ses limites, que le processus scientifique est efficace, mais que le débat politique animé par la science n'est pas forcément aussi animé par la bonne volonté et la sincérité, et que les scientifiques sont des citoyens comme les autres, qu'ils ont leurs opinions, leurs engagements, et qu'il ne faut pas donner une légitimité entière à un citoyen qui s'exprime en tant que scientifique, car il s'exprime aussi en tant que citoyen. Merci. Sans commenter la distinction entre citoyens et scientifiques, ce que je veux rappeler, c'est que pendant les grands incendies, il y a eu énormément de pertes agricoles, comme vous l'avez rappelé, comme d'autres l'ont subi, et que c'est justement ça que le préfet aurait dû anticiper. Et je ne dis pas que la responsabilité était aux irrigants, agriculteurs, de pouvoir suivre les données, l'évolution de la sécheresse dans les tourbières, l'évolution des niveaux de nappe, l'évolution du niveau d'eau, mais le préfet, avec ses conseillers, lui, il aurait dû suivre et il aurait dû justement ne pas résister aux pressions et demander à réguler, à diminuer les prélèvements malgré les demandes des agriculteurs. Mais, Monsieur le préfet nous l'a dit, c'était une question de survie pour lui. Survie pour lui, vous voulez dire qu'il était menacé dans son intégrité physique? Est-ce que dans les activités que vous avez menées avec vos milices, vous avez par ailleurs parfois menacé le préfet? Ou est-ce que le préfet Villemanin veut témoigner de pression pour son intégrité physique? Je nie, mais allez-y. Non, je n'ai nullement été menacé physiquement par les syndicats, la FNSEA. Ce que je voulais dire, c'est que l'économie était exsangue à ce moment-là. Et c'était une question de survie, de pouvoir répartir le peu de fonds disponibles dans ce qu'il fallait. C'est d'ailleurs pour ça, au passage, que je n'ai pas pu, malgré ce que je voulais faire, indemniser toutes les victimes. C'est tout ce que j'ai à dire. On se rappellera que la répartition à qui il fallait incluait M. Dufour et son greffe. C'est tout pour moi. Monsieur l'avocat de la défense, je pense que vous voulez appeler... On n'aura pas le temps, désolé pour un autre... Oui, je cherche à... Oui, un témoin un petit peu surprenant, un témoignage un petit peu surprenant. Je voudrais appeler Sainte-Soline. Et voilà. Vous avez vu où on en est. Madame Sainte-Soline, Madame Sainte-Soline, je voudrais que vous vous présentiez et que vous nous racontiez l'évolution que vous aviez connue, puisque vous êtes parmi les témoins historiques, certainement la plus historique. J'ai 1700 et quelques années. Voilà. Alors, c'est la première fois que je reviens à un procès depuis le mien. C'est pas très bien fini et je vais vous raconter un peu. À l'époque, j'ai préféré embrasser l'église, c'était au tout début, plutôt qu'embrasser les hommes. J'étais très joli, on me sollicitait beaucoup, et j'ai préféré embrasser la religion, et ça n'a pas beaucoup plu. Et au préfet de l'époque, qui m'a convoqué pour me dire que non, je lui ai dit, comme on dit chez vous en ce moment, d'aller se faire foutre. Et ça lui a pas plu, alors ils m'ont coupé la tête. Alors on va en retrouver une autre après, ça m'a foutu une sale gueule en fait, mais donc j'ai pas eu le choix, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà. Et il y a des admiratrices très sympathiques qui m'ont fait un portrait, c'était au XIVe siècle, et je n'en avais pas compris la signification à l'époque, notamment l'objet que je tiens dans la main.
Je ne savais pas ce que c'était et j'ai compris toute la signification que récemment et je dois vous dire que j'adore. Voilà pourquoi j'étais très jolie à l'époque et je me promène toujours avec mon portrait maintenant. C'était la question, c'était ça? Ah non, il y avait autre chose aussi. Depuis, j'ai pas trop compris pourquoi à l'époque, mais on m'a attribué le rôle de sainte protectrice dans les cas d'événements extrêmes et notamment des sécheresses. Et donc vous doutez bien que, je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, comme sainte patronne, protectrice des personnes. Tout à fait. Et alors, Madame Sainte-Soline, comme vous l'avez indiqué, au IIIe siècle, vous avez été très brave, vous aviez défié le gouverneur Quirinus, vous lui avez fait une sorte de doigt d'honneur qu'on peut voir sur les vitraux de l'église de Sainte-Soline. À l'époque, on faisait avec l'index. Du coup, la question c'est pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté au XXe siècle et au XXIe siècle quand les calamités se sont répandues et puisque vous n'étiez plus vraiment là, pourquoi ne vous êtes-vous pas exprimé par la personne de votre représentant qui serait le pape François II, qui, il me semble, depuis 2015, l'encyclique Laudato Si, grand tambour et trompette au sujet de l'environnement. Pourquoi ça s'est arrêté en 2015, après plus rien? Maintenant, François II fait des selfies avec Giorgia Meloni. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé François II pour parler à votre place? Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Pourquoi moi, je ne fais pas plus? Parce que je suis perdu, en fait. Il y en a de partout. Là, j'étais au Brésil il y a 2-3 jours. Là. C'est super sympa. Mais en fait, avec mes moyens, moi, je vais prendre un seau dans la rivière, qui est un peu plus loin, et j'amène, ou des fois, avec des bœufs, j'essaye de mettre plein d'eau dessus, et avec ça, je ramène au village. Vu l'ampleur des catastrophes aujourd'hui, je ne peux plus faire face. Parce que moi, toutes les technologies modernes, vous voyez, la dernière fois, ils ont appelé Vatican en donnant des coordonnées GPS. Comment j'y vais, moi? Voilà. Autant dans les Pyrénées-Orientales, ils se mettent à nombreux, ils invoquent, et là, je sens la foi et je peux aller à l'endroit où il faut. Bon, je les soulage comme je peux, je leur apporte des mots de réconfort, et voilà, donc ça c'est pour moi, je fais ce que je peux, d'accord? Et je suis pas toute jeune non plus. Et le pape, il est gentil, il est brave. On a fait il n'y a pas longtemps les journées mondiales de la jeunesse, et il y avait des éco-cups. Donc on en prend le chemin, et sinon nous prions énormément. Nous prions énormément pour toutes ces victimes, et je pense que c'est un réconfort vraiment essentiel. C'est ça, non? Pensez-vous que c'est à la hauteur des catastrophes, que les éco-clubs sont à la hauteur des catastrophes que nous avons connues? Pourquoi les églises sont défaillantes? Vous en êtes la garante, Madame Sainte-Soline, aujourd'hui? Non. Si. Ah bon. Ben, je ne savais pas alors. Objection. Madame la Présidente, déjà, l'avocat de la défense fait venir des témoins, bon, si j'ose dire, un peu hors du commun. Hein, voilà, hors du commun. Mademoiselle, plutôt que madame, non, si je ne m'abuse, Sainte-Soline. Voilà, je ne comprends pas bien quel est le rapport avec l'accusation de M. Villemanin. Monsieur Villemanin, est-ce que vous êtes croyant? Monsieur Villemanin, il a encore sa tête. Il a encore sa tête, c'est vrai. Monsieur Villemanin a appliqué une politique à l'époque, c'est de ça dont on parle. Ce n'est pas de, effectivement, l'aide que Madame Sainte-Soline ou Mademoiselle aurait pu ou n'aurait pas pu amener aux personnes touchées par les catastrophes. Donc voilà, je ne comprends pas bien pourquoi cet témoin est là. Bah, merci pour l'invitation, c'est super. Bon retour. Vous êtes trop concentrés, pas possible. Vous oubliez le vivant, moutarde. Exceptionnellement, nous allons laisser la parole à une moutarde. C'est inacceptable. Un témoignage dans ce procès. Non, pas si vite, pas si vite. Pas si vite. Ah oui, moutarde a besoin de traduction. Elle commence à me monter au nez, moutarde. Je vais me laisser traduire parce que c'est déjà pas simple comme travail. Alors,
Chers êtres humains, je suis outré en tant qu'outarde, cadepetière de mon petit nom, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis outré de vous voir de nouveau jouer avec nos ressources et notre territoire, avec nos vies, pour le dire simplement. Et ce, pour le soi-disant bien de votre espèce, et uniquement votre espèce. Et vos débats interminables ne répareront jamais les dégâts causés par vos vols d'eau et vos drôles de piscines où vous mettez de l'eau à pourrir et à s'évaporer. Pourquoi faites-vous cela ? Regardez autour de vous ce que vous avez détruit en si peu de temps. Regardez les sols, les arbres, les insectes, le vivant que vous avez condamné au mieux à une survie harassante, au pire à la mort. Vous vous détruisez vous-même et vous ne le voyez pas. Comment ? Ah oui, oui. Et au lieu d'agir à rétablir les bienfaits et cadeaux naturels de notre planète, à vivre en respectant des principes basiques de solidarité, de partage et de respect, vous vous battez entre vous pour vous déresponsabiliser et trouver un bouc émissaire capable de tous vos méfaits. Coupable, pardon, mais capable peut-être aussi. Accusé. Ouvrez les yeux et agissez. Nous sommes tous et toutes vivants en train de périr. Merci. Loutard a tout à fait raison. Le préfet est un bouc émissaire, ça ne peut plus durer. Mais Loutard a raison, c'est vrai, il n'y a pas que le préfet, mais on l'a dit tout à l'heure. Le préfet était en position privilégiée, en position de responsabilité. Il doit donc recevoir une peine. Certes, il n'est pas le seul coupable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupable. Non, mais attendez, excusez-moi, je me permets, mais on invite maintenant des oiseaux à un procès, et ça vous choque pas. Oui, alors elle s'invitait elle-même. D'ailleurs, mon cachet, j'espère qu'il va arriver à la fin du procès, parce que moi, je suis pas venu là pour rien. Non, mais c'est voilà, c'est n'importe quoi. On a déjà vu des saints appelés par l'avocat de la défense, alors à ce moment-là... Loutard a raison, ça doit s'arrêter. C'est un complot, c'est un réseau, ce n'est pas une personne qu'il faut incriminer. Et voilà, maintenant c'est la conspiration qui arrive. Vous avez déjà dit ça dans votre réquisitoire. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je demande le non-lieu, et j'aimerais qu'on l'enregistre maintenant. Sinon, moi aussi, j'ai coupé la tête. Hein. Non, le procès est interrompu, nous devons mettre à jour, remettre à plus tard, à un autre jour, ce procès confus. Et je vous remercie et surtout, évitez que ce soit un futur aussi grave. Travaillez bien pour avoir un futur plus désirable. On n'a pas besoin de tout ça.